Bueno, tengo el enorme honor y la enorme alegría, y como vosotras y vosotros, la gran suerte de presentar esta tarde a Beatriz Gibú. Beatriz es nada menos que directora de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de París, que a su vez pertenece al Centro de Estudios Internacionales del CNRS, es decir, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Eh, es experta en economía, en sociología política. Bueno, el otro día cuando nos conocimos en persona, la verdad que por la descripción que me dio, digo, eres experta en todo. Es decir, Beatriz ha estudiado una barbaridad, no sé cuántos. Ya tenía que hacer la cuenta de cuántos estudios efectivamente había cursado, porque es algo tremendo. Aunque creo que una de las cosas que... Esto es interpretación, igual luego me mata, pero creo que una de las cosas que le ha dado a Beatriz, en la medida en que me permitió pues, saber algo de su vida, una de las cosas que más le ha dado, pues la virtud intelectual que pone de manifiesto su obra y la agudeza de la misma, creo que tiene que ver con todo lo que conoce el mundo, con todo lo que ha viajado, particularmente por África, y más especialmente por el norte y por la zona subsahariana, especialmente Marruecos, Túnez, pero también hasta en Senegal, en fin. No solo, pero no voy a dedicarme a hacer el elenco de los sitios que ha visitado, ¿verdad? O donde ha residido. Y creo que esto en una gran medida, tal y como puede de todos modos apreciarse en su obra, pues le ha dotado una sensible humanidad para detectar efectivamente dónde están los problemas o dónde nacen los problemas, pero creo que también para comprender dónde nace su solución posible, ¿no? Y, y creo que esta es la virtud por la cual pues su obra, digamos, no pasa desapercibida, es decir, no se suma sin más a un elenco erudito de estudios o de investigaciones sobre diversas cuestiones, ¿no? Sino que en la obra de Beatriz, hace poco pues leía que, ya después de haberla leído, ¿no? Y un artículo a propósito de la cuestión pues, de los estudios sobre el neoliberalismo contemporáneo y sobre el significado político del neoliberalismo, que es en esencia lo que trabaja Beatriz. Hubo alguien que escribió que efectivamente en la actualidad probablemente pues, Christian Laval y Pierre Daldon pues, serían uno de los hitos, uno de los exponentes a propósito de esta cuestión, y que el otro gran exponente, el otro gran referente sería Beatriz Gibú. Y yo creo que tiene razón, es decir, creo que es imposible comprender toda esta cuestión sin la obra de Beatriz. Y por eso me siento muy afortunado pues de tenerla aquí, de que podamos disfrutar de esa sabiduría, quiero decir, destacada en su época, en fin, y de su amabilidad, que es, yo creo, entre todas las virtudes que he enumerado, la mayor sin duda. Bueno, la obra de Beatriz, como les contaba, pues se centra en el significado político de las reformas neoliberales contemporáneas, así como el significado de lo que podríamos denominar la destrucción del Estado comprendida, o la retirada del Estado comprendida como recomposición del mismo, y en definitiva pues el análisis del ejercicio del poder y de la dominación desde estas coordenadas, ¿no? Su obra, pues, evidentemente se asienta en los trabajos de Michel Foucault, de Michel de Cousteau y de Max Weber. Y, como ya mencionaba antes, el ámbito en el que su obra, digamos, toma cuerpo, toma sustancia, pues son efectivamente los estudios empíricos y la propia experiencia, el propio trabajo de investigación presencial que ya ha llevado a cabo en múltiples países pues, del Magreb y del África subsahariana. Habitualmente cuando pensamos pues, todo lo relativo al neoliberalismo nos imaginamos los Estados Unidos, nos imaginamos Suiza, nos imaginamos el propio París, donde ella vive, pero nos imaginamos un Madrid, etcétera, pero no nos imaginamos que el neoliberalismo, principalmente, donde más se ha aplicado, es en estos países. Es decir, en Irak, por ejemplo, esto lo pueden ver en su obra, Estados Unidos, digamos, cuando clausuró ese periodo pues, en fin, de reformulación colonial, ¿de acuerdo?, que aplicó en Irak,
impuso, digamos, a la posibilidad de un gobierno democrático unas condiciones muy determinadas de qué forma tenía que tener ese gobierno. Y eran absolutamente neoliberales. Aunque no se lo crean, en la actualidad Irak se rige por todas esas medidas. Es decir, Irak. ¿Vale? Bueno, para no demorarme más, que si no luego Javier me echará la bronca. ¿De acuerdo? Pero me gusta ponerles en contexto. Creo que es menester en este caso especialmente. Quisiera destacar varias obras de Beatriz. Y qué mejor manera de hacerlo pues que las vean con sus propios ojos, ¿no? Esta es la obra quizá que de algún modo dio el salto a la fama de sus estudios. Es una obrita en principio muy modesta, pero cuando la abran descubrirán que efectivamente está llena de una cantidad de información y sobre todo de un valor, por lo inédito que tiene, que la hace muy extraordinaria, ¿no? Esta obra que tenemos, todas las obras de Beatriz están traducidas, están escritas en francés y traducidas al inglés, y en español pues contamos con dos obras que yo les voy a mostrar, traducidas, ¿de acuerdo? Una es esta, de la privatización de las economías a la privatización de los estados, análisis de la formación continua del Estado, donde elaboró una de sus tesis, como digo, más conocidas, una de esas que causa una convulsión en el ámbito de estudio. Y la otra con la que contamos en español es la burocratización del mundo en la era neoliberal, ¿de acuerdo? En esta cuidada edición de la editorial Dado. Bien, por último, tiene más, pero no tengo ánimo exhaustivo. Por último, me gustaría destacar una de sus obras más recientes, en su traducción inglesa, The Political Anatomy of Domination, ¿de acuerdo? Es, como ven, también una cuidadosa edición. En este caso está contenida en las series in International Relations and Political Economy del sello Palgrave, ¿vale? Bien. Este es el ingente y destacado trabajo de Beatriz. Y yo, sin más, y rogando que alguien me preste una de las traducciones que tenemos a disposición, pues le cedo... Bueno, sí, claro, Beatriz no necesita. Le cedo la palabra y le doy mi más sincera pues, gratitud por estar aquí hoy y por haber estado con nosotros y nosotros estos 4 días. Muchas gracias, Beatriz. Allora, pido disculpa por no haber hecho mi presentación en español, pero lo entiendo. Alors, les preguntas es posible en español y la respuesta en francés o inglés. Alors, je voudrais commencer par remercier Nacho très chaleureusement, mais je suis vraiment très gênée parce que c'est beaucoup trop généreux et j'espère que je vais être à la hauteur de cette présentation. Mais merci pour les 2 journées très riches et très sympathiques. Mais je voudrais aussi remercier Javier et je suis très reconnaissante pour la traduction et de rendre possible cet échange. Alors là, je peux commencer et vous avez la traduction. Alors, comme je disais, je ne suis pas spécialiste des frontières ou des migrations, mais il me semble, quand Nacho m'a demandé de participer à cette conférence, il me semblait que c'était quand même l'un des sujets les plus brûlants. J'avais hésité avec la pauvreté, d'ailleurs, que c'était un sujet les plus brûlants et le plus difficile aussi à analyser de façon distanciée et en même temps compréhensive, qui sont les 2 plus importantes caractéristiques de notre métier. Mais je vais le faire à partir de mes compétences et des problématiques sur lesquelles je réfléchis maintenant depuis plus de 20 ans, à savoir le gouvernement néolibéral et l'exercice de la domination, à partir de ma perspective qui est celle de la sociologie historique du politique et de l'économique. Et plus précisément, comme l'a rappelé Nacho, j'ai approfondi ces dernières années une analyse du néolibéralisme à la fois comme processus de bureaucratisation et comme mode de gouvernement indirect qui passe par le truchement de toute une série d'acteurs, publics ou privés, des intermédiaires qui participent au redéploiement de l'État.
Alors très rapidement, parce que ce n'est pas le but ici, mais pour vous planter le décor, la bureaucratisation, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le processus d'envahissement des normes, des indices, des indicateurs, des procédures, des règles, etc., qui sont issus du monde de l'entreprise et d'une certaine entreprise, l'entreprise financière managériale, et qui sont abstraites et diffusées à l'ensemble de la société. Et c'est ce que j'ai appelé les formalités néolibérales, qui sont donc abstraites de ce monde bien spécifique et qui sont diffusées à l'ensemble de la société, à commencer par l'État, et notamment les institutions publiques, par exemple sous la forme du New Public Management. Et j'ai notamment montré dans mes travaux que ce processus de bureaucratisation était le lieu de redéploiement du politique, en dépit du fait qu'il procédait par production de l'indifférence et par la perte du sens de métier et parfois de la vie sociale elle-même. Le deuxième point d'appui de ma présentation, ça va être mes travaux sur les modes de gouvernement indirect. Alors, ces modes de gouvernement, ce que j'ai montré, c'est qu'ils ne passent pas, enfin, et à la suite d'autres auteurs évidemment, mais qu'ils ne passaient pas seulement par la délégation, hein, c'est-à-dire des actions délibérées de l'État, qui délèguerait, mais aussi par appropriation, hein, et donc l'action délibérée d'autres acteurs qui s'approprient des actions régaliennes. Et il est aussi le fait de configuration où des acteurs se retrouvent à faire des choses qui, dans d'autres configurations, sont le fait de l'État, et sans que cela soit voulu par l'État, qui, quand même, s'accommode de cette situation. Et enfin, une dernière configuration, c'est que c'est le fait d'acteurs, les acteurs que l'on veut gouverner, hein, donc les migrants, les pauvres, etc., qui, par leur action autonome, contribuent aussi à dessiner les contours du gouvernement. Alors, d'où ma proposition de distinguer une pluralité de logiques d'action, de comportement et de compréhension dans l'art de gouverner et d'être gouverné dans le moment néolibéral. Et donc, j'ai défini 5 modalités de gouvernement indirect. Il y a d'abord la délégation, qui traduit une stratégie de l'État et qui comprend elle-même 2 formes. La délégation explicite, qui est issue d'une volonté de l'État de se décharger sur d'autres acteurs de fonctions qui étaient préalablement réalisées par l'État, ou de nouvelles fonctions, hein, dans une logique de contrat et de formalisation. Et pour rentrer sur le sujet qui nous intéresse, celui des migrations, on peut penser à tous les contrats qui sont signés avec les sociétés de sécurité privée, hein, pour la biométrie, la biométrie et pour toutes les technologies qui sont plus ou moins sophistiquées. On peut penser aux agences de voyage pour les visas, aux compagnies de transport, hein, pour le contrôle aux frontières, pour les associations caritatives ou des droits de l'homme pour gérer les centres de rétention, ou encore les accords dits d'externalisation, hein, mais qui pour moi sont des accords de délégation explicite avec les pays tiers. Donc vous connaissez les accords avec le Maroc, avec la Tunisie, avec la Libye, hein, et vous savez qu'actuellement en Grande-Bretagne on est en train de discuter cet accord avec le Rwanda. La deuxième modalité, c'est la délégation implicite, qui est aussi issue d'une volonté de l'État de se décharger sur d'autres acteurs, mais cette délégation se réalise de façon informelle, de façon tacite, et bien qu'elle puisse connaître aussi une certaine forme d'institutionnalisation, mais non formalisée. Et là, dans le cas des migrations, on peut penser aux associations d'aide à l'insertion, hein, aux instances décentralisées de l'État, mais aussi, de façon moins évidente, par exemple aux groupes armés qui sont reconnus comme gérant les frontières. Et vous savez, par exemple, qu'en Libye, l'accord d'externalisation est fait avec le gouvernement, mais sur la frontière, ce sont les groupes armés
qui contrôle les frontières. Et là, évidemment, il n'y a pas un accord explicite avec les groupes armés, mais c'est un accord implicite parce que les autorités le savent bien. Ensuite, l'accommodement de l'État. Donc la deuxième grosse modalité, c'est l'accommodement de l'État face à des dynamiques sociales. Et ça me semble très important parce que c'est très souvent oublié, les dynamiques sociales qui participent au gouvernement. Il y a, donc c'est mon troisième point, une logique issue de l'action délibérée d'acteurs non étatiques qui s'approprient des fonctions qui, ailleurs ou à d'autres moments historiques, étaient considérées comme régaliennes ou comme relevant de l'État, mais que l'État s'accommode de cette situation. Alors pour les migrants, pour la question migratoire, on peut penser par exemple aux églises, aux entreprises privées qui cherchent de la main-d'œuvre, peu chère évidemment, ou aux entreprises de techniques de surveillance ou aux entreprises de téléphonie mobile qui sont toujours présentes là où il y a des migrants pour, évidemment, pour vendre leurs activités. Mais on trouve aussi une logique où les acteurs se retrouvent à faire sans l'avoir forcément pensé, et ça aussi c'est un élément très important, tout n'est pas justement pensé et tout n'est pas intentionnel, sans l'avoir forcément pensé et sans l'avoir voulu, des choses qui étaient du ressort de l'État ou qui pourraient l'être. Voilà. Donc dans le champ des migrations, on peut penser par exemple aux groupes d'extrême droite, qui par exemple entre la France et l'Italie dans les Alpes patrouillent, aux sauveurs en mer et aux guides dans les montagnes, ou bien des figures plus... les psychologues, les psychiatres ou les avocats, j'en parlerai tout à l'heure. Alors ces quatre premières formes, modalités d'action gouvernementale, définissent l'éventail des différentes modalités par lesquelles s'exprime le gouvernement indirect. Mais il faut tenir compte d'une dernière dynamique, celle des acteurs qui se gouvernent eux-mêmes, ou bien ceux des acteurs à gouverner, en l'occurrence les migrants, mais ça pouvait être les pauvres, et qui, comme nous l'enseigne Michel de Certeau, ne font pas que réagir, et qui sont autonomes, qui ont leur propre logique, leurs propres intérêts et leur propre compréhension. Et donc là, il y a une autre logique, une logique que j'appelle logique de médiation, où ces logiques autonomes contribuent au façonnement du gouvernement indirect en jouant le rôle de traduction, d'intercession ou de truchement ou d'interprétation. Et pour le domaine des migrations, on peut penser aux migrants qui deviennent traducteurs ou qui deviennent facilitateurs de l'administration, qui sont des relais avec les migrants, des migrants qui sont au service, qui font des services d'ordre dans les groupements, par exemple, de migrants aux frontières, ou bien aux passeurs. Alors, cette idée de gouvernement indirect, il entend traduire le fait que le gouvernement n'est pas le fait d'un acteur homogène, cohérent et stable, ce que l'on a beaucoup trop souvent quand on parle de l'État, mais qu'on a une pluralité d'acteurs qui contribuent à dessiner les contours du gouvernement. Et la pluralité d'acteurs, ça ne veut pas dire convergence et harmonie, bien au contraire, ça veut dire qu'on est en phase d'intérêts, de logiques, de stratégies très différentes, qui sont parfois convergentes, mais le plus souvent divergentes. En tout cas, elles sont toujours fluctuantes. Et on peut être aussi face à du laisser-faire, à des actions non coordonnées, à des luttes et à des conflits, et que c'est tout cela qui, dans leur interaction, forme le gouvernement. Donc, dans mon acception, et vous verrez, enfin vous comprenez que je me situe dans une tradition intellectuelle qui va de la Boétie à Foucault en passant par Weber, le gouvernement est compris dans une conception relationnelle du pouvoir, il n'englobe pas seulement les acteurs étatiques, pas seulement les acteurs privés,
qui travaillerait en partenariat avec les acteurs étatiques. Il comprend donc l'ensemble des acteurs et des actions, mais aussi l'ensemble des compréhensions et des imaginaires qui contribuent à dessiner les contours des faits, des lieux et des acteurs à gouverner, en l'occurrence et qui contribuent à dessiner les contours de la façon dont les migrants sont gouvernés et comment ils s'inscrivent dans la société. Alors, à partir de cette façon de concevoir le gouvernement, il me semble qu'il y a 3 thématiques qui peuvent être intéressantes pour nos discussions sur biopolitique et frontières. Ce sont les questions de l'exercice de la domination, la question de la souveraineté et la question de ce que signifient ces évolutions et que j'ai conceptualisé en termes de criminalisation. Alors sur l'exercice de la domination, je pars du constat indiscutable. La répression n'empêche pas le développement des migrations. Et les migrants sont toujours plus nombreux à vouloir venir en Europe. Et on peut penser la situation actuelle dans les termes que Michel Foucault proposait pour analyser la dynamique des prisons. Comment comprendre ce paradoxe apparent, donc la répression met toujours plus de migrants, si ce n'est en ne prenant pas ces actions pour ce qu'elles prétendent être, donc c'est-à-dire une lutte contre les migrations et son échec répété, mais tout simplement pour ce qu'elles produisent. Et en l'occurrence, elles produisent des effets de pouvoir, elles façonnent les rapports de force et les luttes, et elles permettent l'exercice du pouvoir, et elles dessinent le contour de la domination. Donc ce qui importe, ce sont les dynamiques et non le résultat, et ce qu'apporte l'analyse, me semble-t-il, des différentes modalités de gouvernement indirect des populations migrantes, c'est précisément une mise à plat de toutes ces dynamiques et dans ce qu'elles ont d'éparpillé, de divergent, voire de contradictoire, et aussi d'indéfini, et pour cela en constante négociation. Donc vous comprenez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai une compréhension relationnelle de la domination, d'inspiration foucaldienne, mais aussi de la Boétie, dont ma phrase fétiche est le tyran asservi les uns par les autres, et de Max Weber, qui montre bien qu'on n'est pas dans la domination simplement dans le couple commandement-obéissance, mais que la domination surtout transite par les situations de rencontres d'intérêts hétérogènes, ce que Max Weber appelle les constellations d'intérêts, et qui fait que la domination est souvent difficile à percevoir. Alors, 3 caractéristiques peuvent être analysées à ce propos. D'abord, la question de la responsabilité. Je serai assez rapide parce que c'est assez connu, mais la diversité, la généralisation des dynamiques de gouvernement indirect mettent au jour l'éclatement de la responsabilité. À l'ère néolibérale, cela a souvent été dit, la responsabilité est celle de tous les acteurs des individus. Ainsi, pour les migrations, on a la responsabilité des transporteurs qui ne doivent pas embarquer les migrants, la responsabilité des pays tiers qui ne doivent pas laisser passer les migrants, la responsabilité des sociétés de services ou des agences de voyage qui ne doivent pas donner des visas, la responsabilité des fonctionnaires de services publics qui doivent dénoncer les illégaux, la responsabilité des associations caritatives ou des églises qui doivent aider les migrants sans leur offrir de statut, de la responsabilité des psychologues ou des avocats de faire comprendre aux migrants ce qu'ils doivent être, de la responsabilité du migrant de ne pas faire confiance à des passeurs, de la responsabilité des passeurs et des migrants de ne pas prendre des embarcations fragiles, etc., etc. Donc on peut continuer la litanie, mais ce qui apparaît fondamental, c'est que le gouvernement indirect produit une responsabilité indirecte, ou plutôt un éclatement de responsabilités individuelles qui finit par déresponsabiliser tout le monde,
à commencer par les autorités publiques et politiques, mais aussi bien les citoyens, les acteurs politiques et économiques. Et chacun dans son couloir de nage ne voit ce qu'il veut voir, ce qui l'intéresse en premier chef, donc selon les acteurs, accroître son profit en vendant des téléphones ou en vendant des services de sécurité, faire du bien pour les acteurs de l'humanitaire, atteindre tel objectif pour les fonctionnaires qui doivent expulser tant de personnes, etc., remplir un cahier des charges, etc. Dardot et Laval parlent de régime d'irresponsabilité. Et il me semble que précisément pour dépasser cela, l'analyse de ces multiples dynamiques du gouvernement indirect ont l'avantage de montrer la possibilité de repenser la responsabilité en montrant bien que tout cela fait partie des modes de gouvernement. La seconde dynamique de la domination, c'est la question de la violence. La diversité et la généralisation des dynamiques de gouvernement indirect ont tendance à cacher, à invisibiliser ou du moins à minimiser l'extrême violence du gouvernement néolibéral des populations migrantes. Et cela advient en premier lieu par le processus dont je viens de parler de déresponsabilisation. Mais ça advient aussi par le processus de bureaucratisation néolibérale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas le propre des administrations publiques, mais que l'on retrouve dans les organisations humanitaires, dans les associations, dans les entreprises privées. Et on connaît bien cette violence de la mise en chiffres qui fait oublier de quoi on parle. On a des objectifs chiffrés, on oublie qu'on parle d'hommes. La violence est démultipliée par la multiplication des acteurs de gouvernement. La violence des groupes armés, elle est évidente, mais elle n'est reconnue que lorsque l'on parle de ces groupes armés comme des passeurs ou comme des réseaux mafieux et criminels. Mais on l'oublie lorsqu'ils sont traités comme des représentants de l'État, d'un pays tiers sûr. Et donc, c'est par exemple ce qui se passe en Libye. La violence de ceux qui, au sein des migrants en transit, font la police et la justice en dehors des institutions étatiques. Et elle peut s'avérer terrible, mais elle est invisibilisée. Il y a aussi la violence insidieuse, mais qui est aussi puissante et destructrice, c'est la violence, malgré eux, des avocats ou des psychologues qui aident les migrants à donner les bons récits et à se présenter de la bonne manière. Et cette violence, elle n'est jamais dite, évidemment, parce que c'est pour le bien des migrants, mais elle est productrice de souffrance, parce que les souffrances et l'identité même des migrants est ainsi niée. Et là, il y a des travaux de Roberto Beneduce et Simona Tagliani, et ainsi que ceux de Didier Fassin qui montrent ça très bien. Et là, on est dans une combinatoire, parce que souvent on pense l'hégémonie sans coercition. Là, on est dans une combinatoire d'hégémonie et de coercition. Ce dont a parlé Jean-François Bayard dans son dernier livre sur l'énergie de l'État. Enfin, il y a la question de l'inachèvement. Et je suis peut-être trop longue. A bit faster, Ouais, but it's only on the speed. The rest is okay. Donc, la question de l'inachèvement, donc je serai un petit peu... Enfin, bon, vous avez le papier, donc vous pourrez le lire plus tard, mais il me semble que ce qui est très important, ce que je voulais vous dire, c'est que, étant donné la pluralité et la généralisation, la diversité de ces dynamiques de gouvernement indirect, on est dans la rencontre d'intérêts, de logiques, de rationalités très différentes qui convergent, mais qui donnent aussi lieu à des conflits, à des luttes, et donc à des renégociations, à des redéfinitions perpétuelles qui alimentent instabilité et inachèvement.
Alors, j'avais donné plusieurs exemples, mais comme c'est écrit, vous pourrez le lire. Il me semble que c'est important que je vienne au deuxième point, qui est celui de la souveraineté. Alors, pour la question de la souveraineté, je ne sais plus laquelle page c'est. Página 12. Voilà. Alors, c'est un point qui est très important pour la conférence parce qu'on parlait de la biopolitique. Et je pense que la problématisation en termes de gouvernement direct permet aussi de penser d'une nouvelle façon la question de la souveraineté, ou plutôt de la question des conflits de souveraineté dans un travail que j'ai mené avec des collègues marocains ou travaillant sur le Maroc, Nadia Hachimi Alaoui et Irénée Bono. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les luttes et les conflits, les bras de fer, les tractations et les négociations autour de la question migratoire, elles se font avec la souveraineté comme horizon. Mais, et c'est là la différence que je mets, c'est que souvent il ne s'agit pas de l'exercice de la souveraineté en tant que telle, mais de jeu sur la prétention à être souverain ou à asseoir la souveraineté. Donc ici, ce qui est important, c'est le terme de jeu et prétention. Donc, et dans cette configuration, la souveraineté apparaît comme le pivot de relations politiques et sociales de domination. Et donc, vous le comprenez, cette interprétation, elle va à rebours de beaucoup de travaux sur la biopolitique, alors, évidemment qui se réfère à Foucault, qui considère qu'à l'époque contemporaine, on n'est plus dans l'ère de la souveraineté, mais celui de la biopolitique, et dans les travaux sur les migrations, qui disent on n'est plus dans la sphère de la souveraineté sur les migrations, mais la volonté, mais sur l'ère de la sécurité et du développement, et que le néolibéralisme, avec sa volonté de pénétrer les populations, n'est plus dans la recherche de contrôle, d'une action de contrôle des flux, de maîtrise de la population, de construction d'infrastructures, au nom de la souveraineté nationale, mais dans la gestion de migration en définissant les bonnes et les mauvaises mobilités et en dépolitisant la question à travers la construction de catégories. Alors, il me semble au contraire que la souveraineté est toujours d'actualité et que nous sommes dans un moment de biopolitique, mais de rencontre aussi, de prétention à la souveraineté, et des prétentions qui là aussi sont très diverses, autant que peuvent l'être les conceptions de la souveraineté qu'ont cette multitude d'acteurs. Alors, pour comprendre leur articulation et leur rôle dans l'exercice de la domination, je prends les pays que je connais le mieux, le Maroc et la Tunisie, avec en face la France et l'Italie. Mais j'imagine que l'Espagne est dans la même configuration, notamment avec le Maroc. Et je voudrais montrer ce que la revendication à la souveraineté permet comme jeu et comment ces prétentions servent de pivot dans les relations de pouvoir. Alors, ça concerne aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud de la Méditerranée, où les dérives souverainistes s'expriment en premier lieu et avant tout autour des questions migratoires. En Italie comme en France, l'immigration, qui est nécessairement entendue comme illégale, est l'expression première des dérives populistes dans les joutes électorales, et il y a un parallélisme quasi systématique entre la montée de la droite et de l'extrême droite et la place de cette question dans les débats politiques. Il ne s'agit pas d'exercer une souveraineté, mais en prétendant être l'acteur pour qui la souveraineté est la question centrale, de s'affirmer dans le champ politique. Mais il en va de même en Tunisie et au Maroc. Par exemple, le président tunisien Kais Saied s'est fait remarquer récemment pour ses diatribes à l'encontre des subsahariens, qui, pour lui, ni plus ni moins, remettrait en cause l'identité, la tunisianité,
Et il s'est posé comme le garant, le sauveur, et il a été à l'origine de véritables, alors je ne peux pas dire pogroms, mais enfin des violences à l'encontre des migrants subsahariens. Le Maroc, de la même façon, le Maroc ne partage pas la même tradition politique, hein, et il ne s'est jamais senti son identité en danger, notamment parce qu'il a cette idéologie de la tradition et un imaginaire impérial, mais la politique étrangère du pays est de plus en plus agressive et unidimensionnelle. C'est la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et en Espagne, vous êtes bien placé pour le savoir, qui est l'unique étalon à l'aune duquel les relations internationales sont mesurées et la souveraineté nationale évaluée. Alors, dans la mesure où les populations migrantes sont gouvernées par un nombre important d'acteurs hétérogènes, qui n'ont pas forcément la même conception de la souveraineté, ils n'ont pas non plus les mêmes appréciations du rapport à leurs actions, mais pour la plupart d'entre eux, ils voient dans la souveraineté un enjeu de pouvoir, et donc dans cette configuration-là, on voit bien des conflits de souveraineté. Alors, par exemple, pour reprendre l'exemple tunisien, on peut rappeler qu'après l'échec de l'accord entre l'Europe et la Tunisie, à travers l'accord Italie-Tunisie, en une semaine, la Tunisie a laissé passer 15 000 migrants à Lampedusa. Et de même, au Maroc, en juin 2022, des milliers de migrants, marocains et subsahariens, ont pu passer les murs et les barbelés des enclaves de Melilla et Ceuta, devant les douaniers marocains qui ont laissé faire. La Tunisie comme le Maroc savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas ni ouvrir les frontières de l'Europe, ni fermer les frontières de l'Afrique subsaharienne. Mais ils savent que dans les rapports de force qu'ils ont avec les partenaires européens, la question migratoire est la plus opérante et qu'ils les utilisent pour faire avancer les exigences qu'ils jugent prioritaires au regard de leurs revendications souveraines. Par exemple, pour la Tunisie, la revendication de financement extérieur pour faire face à la dette, et pour les Marocains, la reconnaissance de la marocanité du Sahara, et avec une certaine efficacité, puisque l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara. Bon, on peut en dire de même avec l'Allemagne et la Turquie, etc. Et ces jeux autour de prétention à la souveraineté se jouent aussi en Europe. C'est ça qui est intéressant, c'est que la tentative de l'Italie d'imposer un accord à la Tunisie a également consisté en un jeu autour de la souveraineté au sein de l'Europe, hein, et de l'affirmation de la souveraineté, ou un jeu sur la prétention à la souveraineté de l'Italie par rapport à ses partenaires européens. Et c'est... trop ? 10 minutes. Et ces conflits de souveraineté ils peuvent aussi apparaître de façon moins évidente, mais qui me semble aussi très important. Par exemple, les acteurs économiques de la téléphonie mobile ou des plateformes de réseau, et vous savez combien la téléphonie mobile et les plateformes de réseau sont fondamentaux dans les migrations, ou bien les sociétés de services, elles suivent leur logique de profit et de part de marché, hein, au nom de leur souveraineté. Donc là, c'est la souveraineté, leur souveraineté, la souveraineté des acteurs économiques, la souveraineté de l'économie. Hein. Et cela peut être convergent avec les objectifs des forces de l'ordre et des pouvoirs publics, puisque vous savez que très souvent, quand les migrants sont attrapés, leurs téléphones sont confisqués et les informations sont prises de leur téléphone. Mais il peut y avoir une contradiction. Hein, et il peut y avoir une contradiction entre la souveraineté de l'économie avec la souveraineté sur les populations migrantes.
hein. Par exemple, quand les fournisseurs de cartes SIM ou de plateformes de réseaux sociaux arrivent à contourner les obstacles à l'identification des migrants ou à l'accès à l'information. Et il en va de même sur, par exemple, les acteurs de l'humanitaire et les acteurs sécuritaires. Ils peuvent être parfois convergents, hein, mais ils peuvent rentrer en conflit. Là aussi, vous pourrez lire les exemples. Et donc, on voit que la souveraineté reste un concept, une idée, un discours, mais aussi un pivot autour duquel se jouent les relations politiques. Et le règne de la biopolitique n'exclut en rien l'emprise de la souveraineté, non pas forcément comme objectif à atteindre, mais comme un idéal avec lequel on joue, comme un instrument avec lequel les relations de pouvoir jouent. Et donc, comme dirait Foucault, c'est un concept qui sert, mais qui sert différemment et qui sert selon des objectifs de domination. Et le dernier point pour conclure, parce que j'ai été trop longue, donc je vais le faire aussi très rapidement, et puis vous avez le texte, vous pourrez lire. Qu'est-ce que ça signifie pour ce gouvernement des migrations? Pour ma part, il me semble que cette signification s'appelle criminalisation. Et que ce processus de criminalisation, il est pervers et ironique, en ce sens qu'il part de la criminalisation des migrants pour arriver à la criminalisation des États, avec évidemment une conception de la criminalisation qui n'est pas la même. La criminalisation des migrants, c'est un processus d'assignation, hein, du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles normes juridiques et de nouvelles catégories. Mais la criminalisation des États, c'est un processus progressif qui voit les États devenir criminels peu à peu et sans intention de l'être, bien évidemment. Autrement dit, le fait pour les États européens de criminaliser les migrants est à l'origine de leur propre processus de criminalisation. Alors, je ne vais pas passer sur la criminalisation des migrants, on connaît tous à la fois le processus de criminalisation des migrants et le processus de criminalisation des passages. Je voudrais, pour terminer, approfondir un petit peu l'idée de criminalisation progressive des États. Alors, cette criminalisation progressive, elle concerne les États de départ ou de transit, hein, et il est trop peu souvent mentionné par des intellectuels courageux des pays du Sud. Mais par exemple, Ibrahima Thioub, qui est un historien sénégalais, qui a travaillé sur l'esclavage au Sénégal, il dit que les événements terribles qui se passent en Libye, mais aussi dans ce qu'il appelle le front méditerranéen, ont quelque chose à voir avec les 10 siècles de trafic esclavagiste transsaharien qui ont drainé à travers le Sahara plus de 7 millions d'individus vers le Maghreb et le Moyen-Orient. Et ces questions, elles sont totalement taboues en Afrique comme au Maghreb, non seulement parce que, du fait de l'histoire récente, ces régions se sont solidarisées au moment des luttes coloniales, en imposant le silence ou bien une lecture mémorielle simpliste, mais aussi parce que les élites des deux régions ont été partie prenante de ces trafics. Et aujourd'hui, cet attrait pour le départ, en dépit des rhétoriques anti-occidentales, et on le voit bien par exemple dans le Sahel, mais on le voit émerger très fortement au Maghreb, ce qui est plus récent, la rhétorique anti-occidentale n'empêche pas la volonté de départ de tous ces migrants du fait de l'exercice autoritaire du pouvoir, de la crise économique, de la déstructuration des services publics, etc. Ce qui est beaucoup moins dit, c'est comment les États européens aussi se criminalisent
Et il ne fait, à mon avis, aucun doute que ce sont des décisions arbitraires qui mettent à mort des dizaines de milliers de personnes. Tout comme pour les États de départ, on ne peut pas dire que les États européens sont criminels, mais ils sont dans un processus progressif de criminalisation, en ce sens qu'une situation inacceptable est finalement acceptée et qu'ils sont in fine responsables de crimes contre l'humanité. Et cela à travers toute une série de dispositifs ou de mesures comme l'accumulation de décisions technocratiques et bureaucratiques, l'adoption de mesures qui peuvent paraître banales et inoffensives, mais qui peuvent s'avérer mortelles. J'ai été très frappée en Tunisie de savoir comment la demande des Européens de contrôler les barques en bois des pêcheurs pour venir en Europe a fait se développer le passage par des barques en métal, comme il en existe sur le fleuve Sénégal, mais qui peuvent passer dans un fleuve, mais qui en mer transforment la barque en cimetière. La participation donc, des États européens et les responsabilités dans l'intensification des flux migratoires à travers des interventions. Vous savez que combien l'intervention européenne occidentale en Libye, menée par notre ancien président Sarkozy, qui a une responsabilité fondamentale, a entraîné toute une restructuration de la Libye et des pays de la région et a amené à un grand mouvement de migration. Une responsabilité aussi dans les pratiques de politique attentatoires aux traités internationaux. Et là, vous saviez combien vous avez le retour forcé dans les pays de départ des migrants sauvés en mer, avec la complicité de Frontex, et la violation des principes de droits de l'homme, comme l'expulsion de non-expulsables, l'absence de soins, etc. Un dernier élément de ce progressif criminalisation des États, c'est le détournement du regard, qui est favorisé par le processus de bureaucratisation et par aussi une perte de vision politique. L'Europe, bon, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais l'Europe n'a plus de vision politique par rapport, notamment en général, mais notamment par rapport à son voisinage, et elle ne fait plus que faire des transactions autour des questions de sécurité, de migration et d'énergie, et ferme les yeux sur ses propres valeurs. Et enfin, la diversité des modalités de gouvernement indirect qui font que plus personne n'est responsable à force de rendre responsable tout un chacun et qui dépolitise au lieu du politique, qui est la migration. Et donc pour conclure, je suivrai les pas de Aurelio et je dirais avec Étienne Balibar qu'il faut démocratiser la frontière, que ce terme est vague et on voit souvent très mal comment on peut concrétiser cet appel à démocratiser la frontière, mais ce que cette formule a l'intérêt de nous montrer qu'au-delà de la bureaucratie et de la technique, au-delà de la sécurité et de l'humanitaire, au-delà de la gestion des migrations, le gouvernement des populations migrantes est éminemment politique et donc conflictuel. Et occulter ces conflits, occulter le politique, c'est laisser libre cours justement à ce processus de criminalisation rampante qui corrompt nos démocraties et au contraire mettre en exergue la pluralité des modalités par lesquelles les populations migrantes sont gouvernées et la diversité des formes que prend le gouvernement indirect des populations doit nous amener à prendre en compte la pluralité de ces enjeux politiques, la multiplicité des conflits qui sont en jeu si l'on ne veut pas voir s'évaporer les principes et surtout les pratiques démocratiques dans nos pays.